j'ai fermé. Je faisais juste passer à un autre appel. Je le vivais pas. C'est ça le problème quand tu essaies d'avoir des bébés puis tu fais des fausses couches, c'est que tu arrêtes de vivre. Puis c'est ça qui n'a pas rapport. Parce que tu essaies de donner la vie, mais tu arrêtes de vivre pour donner la vie. Ça, c'était mon histoire à moi et c'est ça qui ne fonctionnait pas. Oui, j'ai l'impression d'avoir tourné la page trop rapidement. Oui, j'aurais dû prendre le temps. Mais il y avait, c'est ça, un syndrome d'imposteur, de ne pas être au travail, puis de me recroqueviller sur moi-même. J'ai un beau cercle d'amis. Ça l'a beaucoup aidé. Mais c'est ça, on s'est en allé à la maison, on a fait des appels. On avait besoin d'en parler. On avait besoin de le partager. On a eu de la bouffe. On a eu le temps de s'occuper, de prendre soin de nos cœurs brisés. On a vraiment eu ce temps-là grâce aux gens qui nous entouraient. C'est vraiment important de prendre un temps d'arrêt quand on est dans un creux de vague, puis identifier qu'est-ce qui nous aide à remonter. Puis une fois qu'on est en haut, bien ça aussi, c'est important. Les parents, souvent, vont nous dire « Tout ce que j'ai pas pu faire pendant que j'étais dans le creux de vague, bien là, je le fais pendant que j'ai de l'énergie puis que tout va bien. » Mais c'est peut-être là qu'il faut s'arrêter puis juste prendre le temps de respirer pour ensuite être capable d'apprivoiser les vagues qui vont suivre. J'avais de la difficulté avec le fait de me sentir faible, vulnérable. Ouais, c'était comme un sentiment d'échec. Alors que finalement, c'était hors de notre contrôle, cette situation-là. Là. Mm-hmm. Ouais. Je suis pas assez quoi? Je suis même pas capable de faire un bébé. C'est quoi, là, l'affaire? Et je suis pas capable de le garder. En fait, c'est ça qui arrive aussi. Moi, j'étais capable d'en faire. Mais je les gardais pas. À 6 semaines, ils s'envolaient. Fait que ça, à un moment donné, ça m'usait. J'étais capable de les faire, mais ils veulent pas rester. C'est quoi mon problème? Fait que quand on est trop dans notre tête, on ramène tout à nous comme ça. Puis là, ça crée une grosse boule que j'appelle la brique. Mais c'est pour ça que je pense qu'elle a besoin d'être effritée, elle a besoin d'être nettoyée, elle a besoin d'avoir de l'amour pour qu'on puisse la libérer. Donc, c'est devenu une grosse brique, mais je pense que si j'avais fait ça au fur et à mesure, ça serait peut-être pas là aujourd'hui. Je vivais mes épisodes de larmes seul, souvent en voiture. Quand j'étais tout seul, avec de la musique, on a une liste de lecture musicale qui porte le nom de notre enfant, qui nous a aidés à traverser tout ça. J'ai senti que je me suis retenue beaucoup dans ce que j'ai dit, dans comment j'ai trouvé ça difficile. Parce que j'ai tendance à écouter beaucoup les gens, mais j'ai pas tendance à parler beaucoup longtemps si des gens me posent pas les questions. Moi, j'ai consulté. Je suis allée consulter. Ma fille m'a trouvé un psy, puis elle m'a dit « Maman, je pense que tu fais très, très bien avec cette dame-là. » Puis effectivement, elle m'a vraiment beaucoup aidée, ma psychologue. C'est pas tabou pour moi. Je gardais pas ça en dedans de moi. Donc, tant que je pouvais discuter de ce que je ressentais avec les gens autour de moi, pas mes amis tant que ça, mais surtout mon conjoint et ma famille. C'était suffisant pour moi. Je dirais que quand quelque chose comme ça arrive, faut pas avoir peur d'en parler. Essayer de se rapprocher le plus possible entre nous autres. De se raconter sa propre histoire aussi. Il y en a que de le raconter dans les moindres détails va permettre justement d'accéder à une autre émotion qu'on n'avait pas encore regardée suite à l'expérience. Puis je pense que tout ça, à un moment donné, fait sens. Moi, je voudrais inviter les gens qui ont des scénarios de rumination dans leur tête d'essayer d'en prendre une pause pour 1 heure, d'aller marcher, d'aller voir un film, de se distraire. Et c'est là que le partenaire peut aider à trouver une activité ensemble qui va alléger, qui va permettre de réinjecter de l'énergie. Mes filles ont été prises en charge par nos parents, par nos amis, pour des nuitées de temps. On a eu cette flexibilité-là, ce soutien-là, c'était nécessaire. Des fois, je me ramène à juste la respiration. J'avais appris à bouger mon corps d'une certaine façon pour me faire du bien, puis j'ai continué à le faire encore à ce jour. Puis c'est sûr que j'ai pas le goût de les vivre, ces émotions-là, mais si je les tasse,
ça risque de revenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est de prendre ce temps d'arrêt-là, puis de trouver quelque chose qui va nous faire du bien. Ça m'a vraiment aidé à prendre soin de moi. Quand je vivais des moments très émotifs, vite, l'émotion nous amène soit dans le passé ou dans le futur. Le passé, ben là, pour moi, ça avait une connotation quand même négative parce que je venais de vivre une fausse couche, des deuils, tout ça. Puis le futur, ben, il était différent de ce que je m'étais imaginé finalement. Fait que ni le passé ni le futur me faisaient du bien à ce moment-là. Ça devenait prioritaire de me concentrer sur le moment présent puis de trouver mes petits bonheurs, puis de trouver un certain apaisement dans ce moment-là. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Pour moi, ça a été de prendre une journée à la fois puis de laisser la place à vivre ces émotions-là puis ces difficultés-là. Je savais qu'il y avait des groupes de soutien. Je voulais assister pour voir un petit peu, parce que j'avais jamais été confrontée à autre chose que ma propre peine. La première fois où j'y suis allée, mais j'y suis allée avec la boule au ventre. J'étais terrorisée d'être confrontée à ce que j'essayais de fuir moi et de voir dans les yeux des autres la souffrance que moi j'essayais d'éviter. Donc j'y suis allée et là, ça a été vraiment tournant. C'était vraiment... parce que c'était la première fois où j'étais dans un espace où on pouvait en parler. Je ne soupçonnais même pas que ça puisse exister. Et une parole qu'on accueillait avec bienveillance, sans jugement, avec toute l'ambivalence qu'on peut ressentir dans ce genre de situation. Eux ont mis des mots sur ce que moi je ressentais et ce que j'avais vécu. Et c'est au travers de leurs témoignages, au fil des mois, que ça a cicatrisé en fait. Et puis je me suis autorisée à en parler. J'ai jamais mieux quelqu'un qui me disait « Sarah, je sais vraiment pas quoi te dire. Je suis là, tu sais. » Puis un câlin ou juste comme un silence au bout de la ligne, mais tu sais que la personne est là puis qu'elle pleure avec toi. D'être avec quelqu'un qui comprend, puis qui est là, puis qui peut juste... Ça faisait tellement une grosse différence avoir le support de l'autre. Puis les proches, les gens qui font de la place pour ça, pour dire je sais que c'est vraiment plate, puis que c'est lourd, puis que c'est difficile ce que je vis, mais c'est ça que je vis en ce moment. J'ai besoin de l'exprimer puis de le vivre. Fait, c'est ça. C'est ça, c'est un accompagnement de quelqu'un qui est passé par là, une forme de grande sœur, tu sais, qui est passé par là, pas obligé d'être médicalement, avoir des compétences médicales ou bon, mais l'expérience de. Fait qu'une grande sœur qui est passée par là, qui t'écoute, puis qui te permet de libérer, j'aurais aimé ça, je pense. Dans cette épreuve-là, je me suis connue davantage, ça c'est sûr. J'ai appris à voir comment je pourrais réagir par rapport à quelque chose que je tenais vraiment beaucoup. À savoir comment réorienter un peu, prendre d'autres chemins. Dans le fond, après que tu as vécu quelque chose comme ça, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont secondaires, qui sont pas importantes. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est l'amour, puis c'est la famille, puis c'est qu'on est là les uns pour les autres. Le deuil périnatal, moi, je le compare souvent à une maison qu'on construisait. La métaphore de la maison, c'est vraiment une métaphore qui parle beaucoup. Et là, le décès périnatal survient, puis les parents vont vraiment dire, bien, la maison a été rasée. Et là, il faut que je reconstruise cette maison-là. Mais avant de reconstruire, il faut regarder les fondations, il faut regarder les dégâts de l'ouragan, le vent qui a passé puis qui a touché à terre. Puis là, on veut reconstruire cette maison-là, mais il faut aussi aller voir, est-ce qu'il y a des fondations qui ont été touchées? Et les fondations, bien, c'est souvent les valeurs,
les croyances qu'on pouvait avoir en la vie. Des outils aussi qu'on pensait, OK, moi, dans la vie, quand j'ai des épreuves, ben je regarde en avant puis je m'arrête pas. Ah, ça a toujours été un outil, mais là, cet outil-là, je peux pas l'utiliser, ça marche pas. Donc, quand je parle des fondations puis il faut regarder qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce que j'enlève, puis qu'est-ce que je décide d'utiliser de nouveau dans ma vie. Puis là, je reconstruis cette maison-là. Puis il y a celle de mon conjoint qui est à côté, qui, lui, ne fera pas faire ça de la même façon. Une femme sur 4 va consulter pour des troubles de santé mentale après un décès périnatal. On a vu dans nos études une forte propension chez les femmes qui vivent une fausse couche dans les 20 premières semaines de grossesse à éprouver des sentiments de dépression dans les 6 premiers mois après la fausse couche, mais ces sentiments-là revenaient aussi 1 an après la fausse couche. Fait qu'il y avait une période où ça allait un peu mieux, entre 6 mois et 12 mois, et oups, ça revenait. Alors, il faut être à l'affût, faut être sensible, puis pas hésiter à consulter si on se sent pas bien. Ça se peut qu'on ait besoin d'une médication, ça se peut que simplement faire de l'exercice pour une dépression légère, être actif physiquement, c'est quelque chose qui va aider. Mais une dépression, c'est vraiment un déséquilibre au niveau hormonal et on a besoin parfois d'une médication pour rétablir l'équilibre chimique au niveau du cerveau. J'ai commencé des antidépresseurs pas très longtemps après la perte de Rose. J'ai commencé une psychothérapie aussi. On en a fait un peu ensemble. Puis on en a fait chacun de notre côté. Je faisais du yoga, je faisais de la méditation, j'allais marcher. J'essayais de... C'est un temps que je me suis accordé pour remettre un peu... de me remettre en question, à savoir qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie aussi. Il est bien d'avoir ce parfait alignement entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit pour avoir un petit miracle. La façon d'y arriver n'est pas la même pour moi que pour quelqu'un d'autre. C'est ça que je trouve beau des humains, c'est que même si je partage mon histoire, je sais que le partage d'une autre histoire va être différent parce qu'on est tous différents. Fait que c'est ça. On fait pas un enfant dans le but de le faire incinérer, là. C'est une étape qui a été difficile pour moi dans mon cas. Puis là, j'avais appris justement qu'il était possible d'avoir des bijoux avec les cendres à l'intérieur. Puis j'ai trouvé l'idée incroyable parce que pour moi, tu sais, Noam, la seule chose qu'il a connue, c'est moi. Je suis sa première maison. Je me suis dit, il va toujours rester sur sa première maison qui est moi. Puis moi aussi, j'avais besoin de cette connexion-là avec lui. Donc, j'ai demandé justement d'avoir un collier. Puis dans les choix de collier, il y avait les 2 petits pieds. C'est tellement symbolique, justement, d'avoir un petit pied puis un pied qui était plus gros, comme les siens. C'est exactement ça qu'il me faut. Ma fille Véro, elle a fait un genre de design, là, où il y a 5 enfants, puis il y a une petite étoile, puis ça représente Rose dans le design. Fait que, puis ça, c'est écrit le clan de papy. Fait que ça, c'est ça le tatou que je veux me faire faire. Je cherchais quelque chose qui était représentatif. Puis ça, quand elle m'a montré ça, j'ai trippé dessus, là, tu sais, là. Après le décès, j'ai besoin de choses matérielles pour me signifier la personne. Alors, lui, c'est le tatouage. Moi, j'étais allée m'acheter une petite bague, puis j'étais allée m'acheter un bracelet rose avec des petites pierres qui sont supposées donner des belles énergies. Fait que moi, c'est ma manière de... J'ai besoin d'un objet que je peux serrer, que je peux dire, ben ça représente mon petit bébé qui n'est pas là. Je pense à donner un nom, par exemple, à l'enfant. Ça fait partie des choses qui ont été prouvées comme étant aidantes, de conserver certains souvenirs, alors que des fois, on va vouloir avoir l'impulsion au départ de vouloir se débarrasser de certains trucs, de vouloir oublier. Pour aller mieux dans le phénomène du deuil, il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place. Les rituels sont quelque chose de très important.
Donc, de s'arrêter puis de vivre l'émotion qu'on vit est un des moyens. Puis ça peut être sous forme de rituel. Dire, bon, là, mon corps, ma tête, mon cœur m'amènent à cet endroit-là. C'est un peu le travail d'une vie dans un sens. Je pourrais faire une liste de toutes les choses qui font du bien, là, genre aller faire du yoga, faire de la respiration, aller en thérapie soi-même. Mais ma vraie réponse, en toute honnêteté, c'est que pour moi, c'est un parcours, un apprentissage. Comme moi, je dirais qu'à travers le temps, je deviens mieux par rapport à ça. Je comprends mieux mes limites. Je comprends mieux comment aller trouver d'autres ressources pour la personne qui est devant moi, puis que je peux pas répondre à tous les besoins non plus. Puis j'essaie de mieux prendre soin de moi en général. Il y a des intervenants qui préfèrent ne pas ressentir au contact d'un autre parent. Puis on sait que quand on fait cet exercice de tasser ce qu'on ressent, bien, inévitablement, ça peut nous rattraper. J'ai envie de dire que c'est correct. Des fois, on n'est pas prêt à vivre les choses au moment où on les vit. Faut se respecter, puis se prendre là où on est capable d'aller, au rythme où on est capable d'aller. Comme intervenant de la santé, quand on est capable de prendre soin de soi, on peut prendre bien soin des autres.